Très bien, on va ouvrir notre deuxième moment, notre deuxième débat. Je m'invite ceux qui rentrent à rentrer rapidement et à venir s'asseoir. Donc change d'univers, on change de paradigme. On accueille le général Pierre de Villiers. Bienvenue mon général à Neuilly pour ces troisième rencontres des Sablons. Voilà, le débat sera animé par Guillaume Bredon. Merci, expert à l'Institut Sapiens, avec Gilles Delafont, l'Institut Thomas More, et Alexandre Mancino, président du Cercle Orion. Le débat va être bien entendu sur ce sujet de la défense, sujet de la dissuasion, ce sujet de la géopolitique, ce sujet des tensions que l'on vit aujourd'hui. Et je vais juste raccrocher ce qu'on a entendu ce matin, mon général, ce chiffre et cette analyse de l'innovation par rapport à la boucherie de la guerre 14, où l'innovation a produit un des pires drames de l'humanité. Et une question sous-jacente à ce débat sera, est-ce que cette accélération de l'innovation qu'on vit aujourd'hui, les algorithmes, l'IA et les drones qui sont au bout de la chaîne, peuvent produire de tels drames, ou est-ce que le discernement dans la société pourra amener, entre guillemets, du progrès dans la manière de concevoir la conflictualité, laquelle conflictualité a été aussi beaucoup évoquée ce matin comme une tension entre le passé et l'avenir. Je vous laisse la parole. Merci pour l'animation. Merci, monsieur le maire, pour ces mots introductifs. Merci, mon général, d'avoir accepté notre invitation à débattre ce matin avec nous. Tout le monde vous connaît, bien sûr, mais peut-être tout le monde ne sait pas que vous avez rédigé récemment un livre dont l'intitulé est « Pour le succès des armes de la France », intitulé et publié chez Fayard. Alors, mon général, je serai accompagné de deux compères ce matin pour vous interroger et débattre avec vous. Donc, Gilles Delafont, qui est chercheur à l'Institut Thomas More, comme ça a été dit. Gilles, vous avez récemment rédigé une note qui s'intitule « La France et les Européens au défi du New Défense, comment se réarmer à l'ère de l'IA ». Et je serai également accompagné d'Alexandre Mancino. Vous êtes avocat, Alexandre, essayiste, président du Cercle Orion. Et vous avez également rédigé un livre qui s'appelle « Redonner sa grandeur à la politique, plaidoyer pour une relève audacieuse à la hauteur de son temps ». Merci à tous les deux d'être là également. Mon général, on va peut-être commencer ce dialogue par votre diagnostic sur la situation actuelle. Tout le monde a bien compris que le contexte géopolitique était compliqué, doux euphémisme. Comment voyez-vous la place de la France dans ce contexte difficile? Et plus particulièrement, comment estimez-vous que l'armée, notre armée, est prête ou pas prête à faire face à ces défis? Mesdames et messieurs, chers amis, permettez-moi d'abord de vous remercier pour cette invitation. Je remercie en particulier Jean-Christophe Fromentin, votre maire, pour qui j'ai une grande estime, qui est responsable et coupable de ma venue. Je connais la réputation des rencontres des Sablons et je me réjouis de voir que vous êtes nombreux ce matin. C'est une bonne nouvelle pour la France. Vous avez le temps de réfléchir et de gérer votre agenda. Alors je suis heureux d'être là ce matin parce que je vais vous parler effectivement autour de mon dernier livre, Pour le succès des armes de la France, dans lequel j'essaie de mettre nos dirigeants actuels et surtout futurs, parce que nous avons des échéances importantes à venir, devant leurs responsabilités, devant ce monde qui a profondément changé. Ce n'est pas un changement de circonstances, c'est un changement durable, et ce n'est pas une transition, c'est une rupture. J'essaie d'alerter, c'est pour ça que j'ai repris ma plume, considérant que dans le maelstrom actuel, j'aimerais que, lors de la prochaine campagne présidentielle notamment, ce thème de la protection de la France et des Français, de la défense et de la sécurité, soit en première ligne des débats, ce qui n'a jamais été le cas depuis des décennies pendant la Ve République. Je suis heureux d'être là aussi parce que je satisfais à ma nouvelle mission que je me suis fixée en quittant l'institution militaire, qui est de transmettre. Je trouve que c'est très important par les temps qui courent,
transmettre ce que j'ai appris pendant 43 années au service des armées, au service de la France, et je constate qu'il y a une grande parité de préoccupations entre ce que j'ai vécu dans l'armée et ce que je vois dans la société civile, dans les deux directions qui sont mes objectifs prioritaires, l'entreprise, j'allais dire les entreprises, du CAC 40 jusqu'à la start-up, et la jeunesse ou les jeunesses, parce qu'il y a des jeunesses aujourd'hui. Même contexte géostratégique, même problématique d'adaptation, de transformation de nos organisations, même révolution technologique, même sujet de management, de leadership, d'innovation, c'est le thème aujourd'hui, et puis même patte humaine, même jeunesse. Vous savez que dans l'armée, 25 000 jeunes rentrent tous les ans et 50% des effectifs ont moins de 30 ans. Pour faire la guerre, il faut être jeune. Alors, l'histoire s'écrit sous nos yeux. Cette phrase présidera à mon propos pendant une quinzaine de minutes, pendant lequel je voudrais vous dresser l'état du monde tel que je le vois pour cadrer notre débat. Et finalement, nous sommes dans un monde où la paix est en train de disparaître, même si nous ne sommes pas encore en guerre, et qui appelle un réarmement massif de notre Europe et de notre pays. Les faibles attirent les forts, c'est une leçon de l'histoire, tout le monde le sait, et nous serions les faibles aujourd'hui, dans les mois et les années qui viennent, que ça ne m'étonnerait pas, surtout si nous ne réagissons pas suffisamment rapidement. Nous sommes dans un monde placé sous le coup de deux lignes de conflictualité majeures depuis quelques décennies. Ce n'est pas nouveau, et ce que je vais vous dire, je le dis depuis 2015, donc je ne crois pas à la surprise stratégique, qui est un concept baroque inventé en 2017. Première ligne de conflictualité, le terrorisme islamiste radical. Deuxième, le retour des États-puissances. Distinctes, mais pas disjointes, ces deux lignes. Le terrorisme, qui est une idéologie qui vise à éradiquer l'organisation de nos sociétés, à la remplacer par la charia, la violence la plus extrême, la barbarie. Cette idéologie s'appuie sur des individus radicalisés ou sur des réseaux, comme celui de Raqqa en Syrie, qui a frappé au moment du Bataclan, le 13 novembre 2015. Et on se radicalise en prison, on se radicalise sur le net, dans les mosquées radicales. C'est une menace mondiale, transnationale, qui s'appuie sur des mouvements différents, mais qui ont tous le même objectif. Simultanément, le retour des États-puissances, qui pour l'essentiel sont des anciens empires, qui cherchent à regagner leur influence perdue et qui réarment de 5 à 10% par an depuis plus de 20 ans, qui ont des stratégies de long terme. La Chine, route de la soie, 50 ans. La Russie, retour de la grande Russie orthodoxe, 20 ans. La Turquie, retour de l'Empire ottoman, 20 ans. Les États-Unis, America First. Et ce n'est pas nouveau. C'était déjà le cas avec Obama. Et Brzezinski, sous Carter, avait déjà amorcé la pompe. C'est vieux comme le monde. La doctrine de Monroe, c'est le début du 19e. L'Iran, pour les chiites, l'éternité. La même chose pour l'Arabie saoudite, pour les sunnites. L'Inde, 1,4 milliard d'habitants, la puissance démographique, etc., etc. Ils font peser sur le monde des points de tension. On le voit en mer de Chine, on le voit aussi au Proche et Moyen-Orient, dans la zone sahélienne en Afrique, et puis à l'est de l'Europe, plus près de nous, pas simplement autour de la seule Ukraine. Vous rajoutez à cela deux facteurs. Un, les migrations massives. Un seul chiffre. L'Afrique aujourd'hui, 1,3 milliard, 1,4 milliard d'habitants. En 2050, tous les prévisionnistes pensent que ce sera 2,5 milliards au moins, dont plus de la moitié aura moins de 25 ans. Mon ami nigérien, on était à Saint-Cyr ensemble, on était chef d'état-major ensemble, il me disait souvent, le Niger, un des 10 pays les plus pauvres du monde, sans ressources, ou pratiquement, avec les problèmes climatiques et la disparition de l'eau, avec le terrorisme partout,
Plus de 7 enfants par femme. Pierre, ils viendront vers le nord, c'est inéluctable. Migrations massives qui vont être probablement un des facteurs majeurs qui vont conditionner l'avenir du monde dans les 10 ans qui viennent. Pour ajouter à ça le dérèglement climatique sur la faune, la flore, l'eau, le sol, l'air, vous avez un monde dangereux. Ce n'est pas nouveau, mais quand même, il est bien dangereux parce qu'il est volatile, incertain, imprévisible. Et finalement, on a subi 2 ruptures stratégiques depuis la Seconde Guerre mondiale. La première, la chute du mur de Berlin, fin du monde bipolaire, en 1989. La deuxième, en 2001, apparition du terrorisme de masse, avec les 2 tours aux États-Unis. Nous étions dans un monde multipolaire qui n'avait pas trouvé encore son équilibre. Nous sommes dans un nouveau monde de rupture, de nouveau bipolaire, avec d'un côté l'Occident, aligné derrière les États-Unis, mais qui, pas de chance, le grand frère part vers le Pacifique, vers la Chine, qui est considérée comme étant son adversaire. Et de l'autre côté, alors ça fait 1 milliard d'habitants à peu près. De l'autre côté, à peu près 4 milliards, un patchwork singulier, plein de paradoxes, un groupe d'États-puissances avec un seul point commun, un seul, qui suffit à les cimenter, la haine de l'Occident et singulièrement du grand Satan américain. 4 milliards d'habitants. La réunion du 1er au 3 septembre dernier en Chine était très révélateur de ce retour d'un monde bipolaire. Alors, la difficulté que nous avons, c'est un certain aveuglement des pays européens qui n'ont pas senti le coup. C'était l'objet, ce que je vous décris, de mon désaccord avec le président de la République en juillet 2017, qui s'est matérialisé par ma démission, parce que quand on n'est pas d'accord, il y a des diamètres de couleuvre qu'il ne faut pas avaler. Je pense que certains hauts fonctionnaires devraient appliquer ce principe pour eux-mêmes. On n'est pas payé pour être servile, on est payé pour être des serviteurs. Ce n'est pas la même chose. Et cette myopie collective ou ce somnambulisme s'est matérialisé pour moi. J'ai fait un chapitre dans mon livre par 3 lignes Maginot. Mon général, qui va nous attaquer? Nous avons la dissuasion nucléaire. Certes, la dissuasion nucléaire a fait tomber le mur de Berlin en partie sans tirer un coup de feu. Pourquoi? Parce qu'elle était accompagnée, c'était la vision du général de Gaulle. Le concept d'indépendance nationale était sur 2 piliers. La dissuasion nucléaire, qui est aujourd'hui à 2 composantes, indépendante totalement, y compris au plan industriel, formidable. Mais le deuxième pilier, il a été lézardé, laminé par des années et des années de diminution budgétaire pour faire des économies pour notre modèle social. C'est le pilier conventionnel, les forces conventionnelles. Et si le mur de Berlin est tombé, c'est parce que nous avions une corrélation entre la dissuasion nucléaire et le même niveau de crédibilité pour les forces conventionnelles, car la dissuasion nucléaire n'empêche pas les conflits conventionnels. On est bien placé pour le voir aujourd'hui avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Oui, mais mon général, deuxième ligne Maginot, nous serons en coalition. Ne me dites pas que nous serons tout seuls. Oui, demandez aux Ukrainiens ce que ça donne, la coalition. Un État est d'abord là pour protéger ses citoyens, en l'occurrence la France et les Français. C'est le premier devoir de l'État. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Oui, mais mon général, troisième ligne Maginot, ne me dites pas qu'on ne le sentira pas venir. On aura le temps de remonter en puissance. Ok, regardez la situation actuelle. J'ai entendu ça pendant des années, la remontée en puissance. Vous comprenez? J'ai eu la chance de rencontrer, de connaître, de servir les 4 derniers présidents en Conseil de défense. Et le Conseil de défense, c'est vraiment l'instance suprême de la Ve République. Donc ce que je vous dis sur les lignes Maginot, c'est du vécu, ce n'est pas du bluff. Moi, je parle de ce que je connais. Alors, finalement, c'est l'heure des prédateurs.
Sébastien Lecornu, quand il était ministre des Armées, il y a 18 mois, a publié un excellent livre, Vers la guerre, point d'interrogation, dans lequel il explique en substance beaucoup de choses que j'écris dans mon livre pour le succès des armes de la France, notamment la partie budgétaire, 100 milliards d'euros en 2035. Alors, je lui lance un message encore ce matin, je le fais 2 fois par jour. Donc, après le verbe, l'action, s'il vous plaît. Merci, urgent. Parler, c'est bien, mais on en a marre. On en a marre. Ça fait des années qu'on entend des paroles, qu'on voit des rapports, des réunions. On en a marre, on ne croit plus rien. Ça, c'est ce que j'entends toute la journée. Je fais 2 déplacements par semaine, croyez-moi, c'est ce que pensent les Français. Il faut agir. Alors, finalement, la singularité de notre époque, si je brosse l'état, finalement, de notre pays aujourd'hui et de notre Europe, c'est qu'il y a eu des crises depuis 1945, mais elles n'étaient pas simultanées, elles étaient successives. Aujourd'hui, finalement, on a l'impression qu'on se ramasse toutes les crises en même temps. On est en crise politique, c'est le moins qu'on puisse dire. On est en crise économique, on est en crise financière. 115% du PIB en dette, 3 500 milliards, c'est pas mal. Je ne sais pas comment ça va se finir. On est en crise sociale. Pour ceux qui en doutent, il faudrait qu'ils sortent de chez eux, hein, parce que ça ne va pas bien, le terreau social. On est en crise démographique. C'est la première année où il y a plus de morts que de vivants. Et en plus, la seule loi ou presque qu'on va trouver le moyen de voter, c'est pour rajouter des morts supplémentaires. Chapeau. On est en crise technologique. Les technologies se régénèrent, se multiplient, ces révolutions, et l'homme a du mal à les maîtriser au fur et à mesure. Et puis, plus grave, on est en crise civilisationnelle parce qu'on n'ose même pas affirmer l'épine dorsale de notre civilisation, les racines judéo-chrétiennes. C'est ça, l'état du pays. Alors, face à cette situation mondiale, européenne et française, il faut penser l'impensable pour éviter l'irréparable. En quelques mots, avant de développer les pistes que je vais vous donner maintenant, quelques solutions. Peggy disait, il faut dire ce que l'on voit est plus difficile, il faut voir ce que l'on voit. J'essaie toujours de voir ce que l'on voit, pas très encourageant en la matière, mais aussi de proposer. Nous sommes dans un monde de rupture, il faut un modèle d'armée de rupture, Je crains que la révision de la LPM, la loi de programmation militaire, en cours actuellement, qui va sortir, je pense, d'ici le 14 juillet, ne soit le prolongement du modèle d'armée déjà évoqué depuis 2017. Or, c'est un modèle avec des soldats, des marins et des aviateurs magnifiques. Je ne doute à aucun moment de leur engagement jusqu'au sacrifice suprême, évidemment. On a des belles armées, mais elles sont faites pour des opérations de guerre, notamment à l'extérieur. C'est ce qu'on fait depuis des décennies, depuis la chute du mur. Mais là, ce n'est pas des opérations de guerre qu'il faut préparer. C'est le fameux conflit de haute intensité. C'est la guerre. Vous savez, il n'y a plus de sourds, il n'y a que des malentendants maintenant. Alors, on n'ose pas dire que c'est la guerre, donc on dit le conflit de haute intensité. Ça a quand même une autre gueule pour la technostructure. Si on pouvait le dire en anglais, ça serait encore mieux. C'est la guerre. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut préparer. Et il y a le feu au lac, il faut se dépêcher. Parce que qui peut me dire dans cette salle ce matin avec certitude que dans les 3 ans qui viennent, on ne va pas se prendre un missile de croisière parce qu'on aura chatouillé les doigts de pied d'un des dictateurs? Qui peut me le dire? Je cite ça dans mon livre. Un missile de croisière, c'est 50 morts, 300 blessés. Alors il faudrait peut-être accélérer et ce modèle, il faut le construire. C'est un effort financier important. Je fixe un effort vraiment le même que Sébastien Lecornu, 5 milliards par an pendant 10 ans. Ça fait 50 milliards aujourd'hui, mais en fait, c'est des faux 50 milliards parce que tout est faux. Il y a 8 milliards de report de charges, il y a 1 milliard par an à l'Ukraine, on n'a pas pris l'inflation. Enfin bon, partons de 50. Les faux 50 milliards, et moi, je veux des vrais 100 milliards, 5 milliards par an pendant 10 ans. C'est le minimum. Il faut des équipements, il faut des effectifs, il faut des stocks. Il faut des stocks de munitions, de pièces de rechange. Il nous faut des équipes de santé supplémentaires. On a laminé le service de santé des armées, etc., etc. La deuxième direction, c'est précisément de réformer en profondeur et le plus vite possible le trilogue,
C'est d'un côté l'état-major qui exprime ses besoins opérationnels pour les équipements, de l'autre les industriels qui fabriquent, et puis au milieu les ingénieurs de la délégation générale pour l'armement qui font l'intermédiaire. Ce trilogue fonctionne suivant des procédures bien françaises, bien technostructure française, administration française, bureaucratie française. C'est le temps de paix. Mais c'est plus possible. Il faut 10 ans entre le moment où on commence à penser aux successeurs de l'équipement actuel et le moment où les premiers arrivent effectivement opérationnels dans les forces. C'est plus possible. Le comité ministériel d'investissement présidé par le ministre et puis toutes les procédures derrière qui permettent à Bercy qu'on n'engage pas les crédits. Les 6,7 milliards qui viennent d'être votés là, je suis sûr, je mets ma main coupée, on verra fin décembre. Il y en aura peut-être la moitié qui auront été engagés, dépensés. Parce que le tuyau est tellement semé d'embûches administratives que ce n'est pas possible. Donc ce trilogue, il faut le réformer. Ensuite, une coopération européenne qui soit efficace. Le mythe de l'armée européenne, je le dénonce dans un chapitre de mon livre. Il faut construire cette Europe interétatique et on y reviendra probablement. Et puis, finalement, le dernier chapitre de mon livre, chapitre 11, le plus important, réarmer la France dans des forces morales et civiques qui soient réelles, apprendre à nos jeunes à aimer la France notamment. Là aussi, nous y reviendrons, je l'espère. Voilà, en fait, ce que je préconise, la concorde à l'intérieur du territoire, la paix à l'extérieur, si vis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est ça qu'il faut faire. Je termine mon livre par un triptyque qui me semble d'actualité. La peur fait réagir, nous en sommes là. Le courage fait décider, c'est ce que j'appelle de mes voeux. Et le sursaut fait gagner, c'est ce qui me met dans une posture d'espérance parce que je reste persuadé quand même qu'avec la jeunesse que nous avons, avec les gens géniaux que je rencontre à chacun de mes déplacements, il n'y a pas lieu de désespérer. Espérance, ça rime avec France. Merci beaucoup, mon général, pour ce panorama peu optimiste, mais réaliste que vous faites de la situation. Vous finissez votre livre, effectivement, par un point très important à vos yeux, qui est de remettre en œuvre l'esprit de défense en France, essayer de réinitier les jeunes générations, notamment au patriotisme, à l'esprit de défense. Mais en même temps, quand on... à Paris notamment, en région parisienne, il me semble, quand on regarde les élites françaises, on peut s'étonner souvent qu'elles ont presque une fausse pudeur à parler de la France, à parler du drapeau, à avoir des positions patriotiques. Réflexe qu'on ne retrouve pas forcément quand on va un peu en province, qu'on regarde, qu'on discute avec nos concitoyens dans les régions. Comment expliqueriez-vous ce qui me semble être une forme de césure entre les élites et les Français, j'allais dire, moyens, lambda, que l'on retrouve ailleurs en France, qui me semble être vraiment avoir ce sentiment de patriotisme beaucoup plus ancré au fond d'eux-mêmes. Et si j'en crois d'ailleurs la Marseillaise qui a été chantée hier soir au Stade de France par 80 000 personnes, des gens qui viennent essentiellement de province et du sud-ouest souvent, ça renforce ce diagnostic que je fais personnellement. Partagez-vous ce diagnostic et comment expliqueriez-vous cette césure entre les élites que je vois moi et les Français plus classiques, on va dire? Oui, alors je partage ce diagnostic. Il y a une crise de l'autorité. Il y a une crise de confiance, incontestablement. Les Français n'ont plus confiance dans leurs dirigeants. Ça ne touche pas simplement à la politique, c'est une crise de confiance à l'intérieur de nos démocraties européennes. Nous n'avons pas le monopole en France, mais on est plutôt en tête de gondole, parce qu'on a quand même vécu ces dernières années des trucs absolument incroyables. Cette crise de confiance, il faut y répondre. Il faut donc rétablir l'autorité. C'est quoi l'autorité? C'est une ligne, un équilibre fragile entre la fermeté et l'humanité. Il n'y a pas assez de fermeté et il n'y a plus d'humanité. On a le sentiment que nos responsables sont sur une planète
une planète de technostructures. Ils se comprennent entre eux, mais ils ne comprennent plus les Français. Mais les Français ne les comprennent plus. Ça, l'archipel français le disait il y a déjà plusieurs années, ce livre remarquable qui explique les fractures sociales, fractures intergénérationnelles, fractures territoriales. On ne vit pas la même vie, on n'appartient pas à la même France quand on est au fin fond de la campagne, quand on est dans une grande ville, avec les bobos à vélo, et puis quand on est dans une cité. Ce n'est pas la même vie. Alors, concernant les dirigeants, moi, je fais une proposition dans mon livre que j'ai faite depuis 20 ans à tous les ministres des Armées qui m'ont tous dit « génial ». Personne ne l'a fait, donc j'attends le courage, le deuxième temps de la manœuvre. Cette proposition, elle est simple. À l'instar de ce qui se fait pour Polytechnique, la remise en place d'un service militaire obligatoire pour les grandes écoles françaises. Il reste à déterminer quels sont les cadres, le cadre de ces grandes écoles, quelles grandes écoles, dans quelles conditions. Un service militaire obligatoire de 10 mois au moins, avec 4 mois de formation initiale et 6 mois d'encadrement des jeunes volontaires. Ce qui permettrait à ce service national de prendre une autre dimension. Parce que franchement, alors moi je suis ravi qu'on ait abandonné le service national universel, qui était une imposture, depuis 8 ans quand même, hein. Et ça coûtait des centaines de millions d'euros. Hein. Donc, bon, moi, quand il y a un truc qui émerge, je ne mets pas 8 ans à m'en apercevoir. Mais bon, c'était une espèce de colonie de vacances pour des jeunes mineurs pendant quelques semaines à peine. On aurait mieux fait de donner de l'argent supplémentaire au mouvement de jeunes, par exemple au scoutisme, ça aurait été plus efficace pour apprendre à aimer la France, de mon point de vue. Passons. On est parti vers le service national pour des militaires volontaires. Parfait. C'est la bonne solution, je souscris et je soutiens. Et j'appelais ça de mes voeux dans mon bouquin, je m'en réjouis. Peut-être que, parce que j'ai écrit mon livre au printemps, bien avant que ce soit annoncé. Simplement, vous conviendrez que 3 000 cette année, 10 000 en 2030, 50 000 en 2035, c'est quand même modeste. Une case d'âge, garçon-fille, c'est 800 000. Ce n'est pas avec ça qu'on va recréer le creuset national. Ça ne suffit pas. Donc pour aller plus vite, il faut résoudre le problème principal qui est l'encadrement. Parce que les militaires n'ont pas suffisamment d'effectifs à mettre pour encadrer ces jeunes. Si ces jeunes ne sont pas encadrés, ça sera rapidement la foire à neuneux. Vous verrez, ça c'est sûr. Parce que là, on n'est pas dans l'ancien service militaire, c'est plus la même société et c'est garçon-fille. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Alors, ces étudiants, pendant presque un an, pourraient encadrer ces jeunes. Ça leur permettrait d'avoir une expérience de commandement, ce qui, dans nos écoles de formation, n'est pas la principale qualité de mon point de vue. Et puis ensuite, ça leur permettrait surtout de rencontrer la diversité de la jeunesse française. Quand on loge dans la même chambrée, quand on fait les mêmes activités, y compris physiques, et qu'on pousse ses propres limites, on découvre plein de choses. Par exemple, la fraternité. Et ils connaîtraient la nation française. Aujourd'hui, nos dirigeants, c'est une des difficultés, par le tuyau dans lequel ils sont mis à partir de l'âge de 14 ans pour les concours, ne connaissent pas la nation française. Cette ignorance a des conséquences dans sa diversité. Beaucoup n'ont jamais parlé à un caïd des cités. Parce qu'ils n'ont pas eu, ils ne sont pas responsables, mais ils n'ont pas eu l'opportunité de le faire. Donc c'est une des mesures que je propose dans mon livre. Et puis après, il y en a marre, moi. Moi, ça commence à m'énerver sérieusement d'être accusé d'extrémiste ou de nationaliste, tout simplement parce que je dis que j'aime la France. Mais ces gens-là, s'ils ne sont pas contents ou s'ils sont dépressifs, il faut se faire soigner. Il y a des très bons médecins, pas beaucoup, mais il y en a. Enfin, quand même, ça suffit. Moi, j'ai donné ma vie à la France pendant 43 années. C'est quand même bien, et je ne suis pas le seul. Donc, qu'on nous respecte. Qu'est-ce que c'est que ce truc où la France a été captée, cadenassée, capturée? Les Français, ils aiment la France, c'est normal, ils sont patriotes. Nos dirigeants, un peu moins, ils ont peur d'être accusés de tous les maux. Mais je vois un décalage grandissant entre un patriotisme renaissant dans le pays, mais pas au sommet. Le poisson pourrit par la tête, je le sens. Donc il est temps de prendre des mesures là aussi.
Alors, merci beaucoup, mon général. Ravi de vous retrouver. Tout d'abord, alors, avant d'aller sur les sujets internationaux, géopolitiques, relatifs à la défense, relatifs à l'armée, relatifs à l'Europe, restons peut-être quelques minutes sur la situation actuelle française, puisque pour réformer, je dirais, la défense, pour parler d'une Europe puissance, pour se doter d'un arsenal qui soit en phase avec les enjeux des temps au niveau international, avec cette recomposition de la puissance, encore faut-il en avoir les moyens d'un point de vue national. Et vous avez évoqué les points de rupture au sein du Cercle Orion. Moi, j'assume la ligne. Je pense que nous sommes à la fin d'un cycle. C'est ce que nous partageons. À la fin d'un cycle paradigmatique. Vous avez évoqué mai 68, 89, les attentats de 2001. Nous avons le sentiment aujourd'hui, avec cette crise politique sans précédent dans laquelle nous sommes, que c'est la fin d'un système, que c'est la fin de quelque chose, que c'est la fin que le monde dans lequel nous sommes vacille, et que en réalité on semble être condamné à un immobilisme, alors pas seulement depuis la dissolution ratée d'il y a quelques temps, mais plus largement le politique qui devait avant tirer tout un pays vers le haut, faire preuve d'un certain dépassement, d'une certaine abnégation pour se projeter sur le temps long, sur le long terme, avec une vraie vision pour le pays. Aujourd'hui, en réalité, vous l'avez dit, vous avez cité l'archipel de Fourquet, on est confronté à une défiance généralisée. Jamais, et c'est sans précédent, la défiance n'aura été aussi élevée dans notre pays envers notre personnel politique. Alors, je crois, et je crois que nous partageons, et j'aimerais vous entendre, d'une part peut-être sur le diagnostic, et puis aussi sur les préconisations pour construire justement ce nouveau chapitre qui est en train d'advenir. Parmi le diagnostic, et vous l'avez dit, le déni, c'est à bas mot ce que vous avez dit, le déni qui consiste aujourd'hui à ne pas nommer les vrais problèmes. Cette espèce de bien-pensance qui consiste à reculer hélas, pour ne pas mieux sauter, pour se voiler la face sur un certain nombre de choses, sur les déficits, sur l'immigration, sur l'inefficience de nos services publics. Je crois que avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, on a pris conscience de nos vulnérabilités collectives, notamment d'ailleurs vis-à-vis de nos services publics, la santé, l'école, l'autorité, vous l'avez dit, qui n'est plus du tout présente, en tout cas qui semble vraiment s'amenuiser de plus en plus dans nos sociétés. Donc je crois que ce diagnostic, et nous c'est ce que nous essayons de faire, et nous partageons un certain nombre de choses là-dessus, c'est que taire la vérité, vous avez cité Peggy, c'est déjà mentir. Et je crois que, en tout cas, la jeune génération d'aujourd'hui qui s'engage, tant d'un point de vue politique que d'un point de vue de la défense ou dans l'armée, je crois que le diagnostic sur ce qui va et sur ce qui ne va pas est absolument nécessaire. Et ça n'est pas être pessimiste que de dire que la France vacille et que le centre de gravité du monde aujourd'hui, hélas, n'est plus européen. Il est américain, il semble aller au Moyen-Orient également. On a la Chine, bien sûr, mais en tout cas, il n'est plus européen. Et je crois qu'il faut absolument se retrousser les manches pour créer ce nouveau chapitre qui est en train d'advenir en étant lucide sur les situations. Sur les solutions, vous parlez d'espérance. Je crois que ce qui est important, effectivement, c'est d'aller dans le sens de la construction de ce nouveau chapitre, mais tout en prenant conscience, tout en sortant du déni, tout en sortant de la bien-pensance et tout en étant vraiment lucide et clairvoyant sur cette fin de cycle que vous évoquez. Donc, vous avez évoqué, pour rester sur le volet peut-être national, ces points de rupture aujourd'hui. Est-ce que ce point de rupture, est-ce que vous le voyez aussi à l'échelle française? Est-ce que cette fin de cycle-là que j'évoque au niveau national, avec cette crise politique qui semble être synonyme d'un immobilisme, est-ce que vous pensez que pour justement se projeter d'un point de vue international, pour que la France puisse se doter d'une capacité de puissance et d'une capacité d'influence telle qu'elle a pu avoir hier, ne faudrait-il pas en amont balayer, on va dire, sur notre propre palier et essayer de faire un peu de ménage dans ce pays pour construire justement ce nouveau chapitre-là qui est en train d'advenir? Alors, nous sommes dans une époque de rupture,
Dans la vie, dans l'histoire du monde, il y a des périodes stables. Nous venons de vivre 80 ans de paix, c'est absolument unique dans l'histoire de l'Europe. Et il y a des périodes de tourbillons, de ruptures, de guerres. Je pense que nous abordons une période de rupture. Nous cumulons les risques de rupture puisque nous avons une rupture à l'intérieur possible et à l'extérieur. C'est pour ça que je préconise la concorde à l'intérieur et la paix à l'extérieur. Et d'une manière générale, je préconise la force parce que seule la force fait reculer la violence. C'est vrai à l'intérieur et c'est vrai à l'extérieur. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est un phénomène qui est apparu pour la première fois en 2008 sous le président Sarkozy avec le livre blanc sur la défense et la sécurité. Pour la première fois, c'est la porosité entre l'intérieur et l'extérieur. Cette porosité se manifeste de différentes façons. Par exemple, le narcotrafic, par exemple, le trafic de drogue, par exemple, l'interdépendance économique, et puis l'émigration massive. Alors ça se manifeste d'autant plus que nous avons fait cette grande liberté européenne de circulation, mais on voit bien les limites du système actuellement avec Schengen. Donc il va falloir revenir à la proximité du citoyen, la proximité avec des frontières pour que chacun contrôle ce qu'il est en droit et en devoir de contrôler. Sinon, on va vers une accélération de la rupture et des guerres. D'autant plus que, je vous l'ai dit, le monde est coupé en deux, mais surtout, en fait, quand on analyse plus finement, il est coupé en zones régionales. Chaque État-puissance a sa stratégie régionale. Alors, la doctrine de Monroe pour les États-Unis, du Canada jusqu'à l'Amérique du Sud, mais vous prenez la Chine, c'est toute la mer de Chine et autour. Vous prenez le sous-continent indien pour les Indiens. Vous avez la grande Russie orthodoxe. On voit bien ce que ça donne pour l'Ukraine et la reconstitution d'une sorte de pacte de Varsovie. On est dans des doctrines de Monroe régionales avec des chefs de région. Et nous, on a l'Europe, mais on n'est même pas foutu d'être ensemble. Et on n'a rien construit de sérieux en dehors de l'euro. Parce que cette Europe a été construite d'abord par les Allemands, pour les Allemands. C'est une Europe financière et un peu économique. Mais elle n'a pas été au-delà. Et en plus, on a construit un système où il y a 70% de nos lois qui sont des transpositions de lois européennes. Donc les nations ont perdu la conduite, la possibilité d'infléchir leur politique à partir de leur culture et de leur vécu. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est le temps. Vous avez parlé du temps. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps présent. Nous avons perdu la notion de vision, de stratégie. La stratégie gagne les guerres, la tactique gagne les batailles. Nous sommes dans le comment, nous ne sommes jamais dans le quoi, dans le pourquoi. Et ce qui me frappe, c'est que quand vous citez l'histoire pour en tirer les leçons, vous êtes immédiatement accusé d'être un nostalgique, extrémiste. Et quand vous parlez du futur, vous êtes accusé de manque de pragmatisme et d'être un dangereux poète. C'est peut-être comme ça, mon général, dans l'armée, mais chez nous, ce n'est pas possible. Ben, chez toi, mon gars, ça doit être pareil. Tu dois voir à 10 ans, tu es payé pour ça. Voir dans le brouillard de la guerre, avec le rayon laser, parce que les gens, ils ont besoin de savoir où on veut les emmener. Vite, fort, loin. C'est la nature humaine. On a perdu ce sens de la stratégie, ce sens de la vision, et pire encore, on a mis le principe de précaution dans notre Constitution, et donc on a perdu l'audace. On ne sait pas où on veut aller, loin, mais surtout pas de risque, pas d'emmerde. La précaution, pas de risque. Mon général, 0 mort. Ok, on a compris. On n'est pas prêt de gagner la guerre. Donc, c'est tout ça qu'il faut reconstruire. Après, il y a un projet politique global pour la France à construire. Ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas un homme politique, j'ai quelques idées en la matière néanmoins, mais pour ma partie en tout cas, il faut retrouver cette vision
quelle France nous voulons au plan international et quel modèle d'armée pour assurer à la France la protection des Français dans 10 ans. Alors, nous, on est des stratèges, on est formés pour, on est même caricaturaux, en sens inverse, parce qu'on veut voir loin, parce que nos équipements, c'est 50 ans. Entre le moment où il est conçu et le moment où il est démantelé, c'est 50 ans, minimum, parce que nos avions ravitailleurs, c'est 60 ans. Notre Charles Leclerc, il a été conçu dans les années 80, il est toujours là, à mon avis, pour un bout de temps encore. Donc, on est naturellement dans le temps long. Mais je crois, et vous avez raison, pour me résumer, nous sommes dans une période de rupture. Ne faisons pas mine de l'ignorer. Ne croyons pas que nous allons réussir par la transition. Non, la France ne se réforme en profondeur que dans la rupture en plus. Donc l'époque est une opportunité. Et pour terminer, je voudrais vous dire un truc qui me tient à cœur. Parce que j'ai dit, je ne serai pas le gamelin du XXIe siècle dans cette audition à la Commission de la Défense en 2017 qui a fait parler, qui est devenue célèbre. J'avais eu qu'un tort, c'est de ne pas réaliser que je m'adressais à 80% de nouveaux députés qui n'avaient aucune culture de défense et qui ne savaient pas que nous, dans la défense, la confidentialité, c'est la première qualité. Bref. Il y a un truc commun dans les 3 situations, 70, 14, 39. 3 cas complètement différents historiquement, on est d'accord. Mais il y a un truc commun, vraiment fondamental, c'est que dans les 3 cas, on était en crise politique, en crise économique, en crise sociale, en crise financière, on était endetté, on ne pouvait pas réarmer et on a eu la défaite. C'est la mécanique implacable. Et quand vous regardez aujourd'hui, on n'est pas loin d'être dans la même situation. C'est ça qui m'inquiète. Le fort attaque le faible. Général, si vous le permettez, j'aimerais bien qu'on en revienne à la chose purement militaire. Vous l'avez souligné à juste titre, on est dans une phase de réarmement massive en France et en Europe. Il y a des crédits qui sont promis, vous avez dit ce que vous en pensez. Vous avez été constamment, et depuis des années, l'un des rares à alerter sur le fait qu'on ne faisait pas ce qu'il fallait pour réarmer. Le moment est venu maintenant. Le moment est venu. La question qui va se poser, c'est comment réarmer. Et ce à quoi on s'est intéressé à l'Institut Thomas More, et notamment dans cette note concernant ce qu'on appelle le New Defense, comme on est dans une phase de rupture, la guerre, vous l'avez souligné et c'est écrit dans votre livre, va se faire aussi différemment. Donc, quand se pose la question du réarmement, la question qui se pose, c'est pas tant de réarmer plus, bien sûr, mais surtout de réarmer mieux. J'ai envie de dire, il y a une chose qu'on ne réalise pas, mais toutes les forces européennes réunies, en hommes, sont largement supérieures à l'armée américaine. Il y a, je crois, 1,6 million d'Européens mobilisables sous les drapeaux. Donc, l'Europe, la France a des moyens. Maintenant, la question, c'est comment on fait. Et vous avez parlé de phase de rupture. Cette phase de rupture, c'est une phase qui survient à un moment où l'innovation, avec l'intelligence artificielle, atteint des niveaux absolument phénoménaux, incroyables, difficiles à prédire. Mais il y a un constat qui est global, c'est que cette innovation doit être incorporée dans ce réarmement. La phase la plus évidente qu'on peut visualiser, c'est évidemment le drone. Parce que, vous l'avez souligné d'ailleurs dans votre livre, on a été mauvais sur les drones. On a été mauvais, on a été en retard. Donc ma question, c'est comment on fait pour intégrer tout cet écosystème que nous avons en France, de start-up avec des ingénieurs brillants qui trouvent des solutions, qui sont des solutions qu'on dit duales, c'est-à-dire qui peuvent être civiles ou militaires. Comment on fait pour intégrer tout cet écosystème brillant à notre réarmement, c'est-à-dire à ce fameux trilogue que vous avez décrit, c'est-à-dire les grands industriels de l'armement, de la DGA. Comment on fait pour pourfendre ces pesanteurs et comment on fait pour arriver à créer un élan global de réarmement qui mélangerait le militaire, l'industriel et les esprits de toutes ces startups de l'innovation. C'est un peu ma question. Donc c'est une question fondamentale et
j'ai envie de dire, à période de rupture, solution de rupture. Moi, je crois que on est vraiment dans cette période. C'est vrai dans beaucoup de domaines et c'est vrai au plan géostratégique et donc dans le réarmement. Alors, moi, j'en ai marre des paroles et je voudrais des actes. Le président, il y a 2 ans et demi, a commencé à parler de l'économie de guerre, à juste raison. J'en parle, moi, depuis que j'ai quitté l'armée. Mais il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Alors, on dit, c'est formidable, on a fait telle ou telle chose. Mais ils ne se rendent pas compte. Ce n'est pas du niveau de ce qu'il faut faire. Nous sommes dans une période de rupture. Il faut changer de paradigme. Ça veut dire qu'il faut faire un grand plan Marshall de réarmement de l'Europe et de la France. Et qui est mieux placé que la France pour lancer cette idée? Nous avons la première base industrielle et technologique de défense d'Europe. Nous avons su conserver nos champions. On a 8 à 10 grands groupes et en dessous, on a des centaines de PME et de start-up et de professeurs tournesol incroyables, des ingénieurs exceptionnels. C'est le génie français. Nous sommes dans la quintessence du génie français. Et ceux qui ne croient pas au génie français, qui s'en aillent, ils nous emmerdent. Il y en a marre de ces espèces de repentants, de ces dépressifs. On a une qualité industrielle incroyable. Alors qu'est-ce qu'on attend pour réunir tous ces gens, changer la technostructure? Le problème, c'est que changer la technostructure, ce n'est pas populaire. Parce que vous comprenez, quand les décisions sont prises, moi j'ai fait 4 ans à Matignon. J'ai connu 3 premiers ministres différents, j'ai présidé des centaines de réunions interministérielles, je sais comment ça fonctionne. Il y a 2 critères pour les décisions. Quel cavalier juridique? Le droit, l'état de droit, et quelle ligne budgétaire? Le budget, la finance. Ça, c'est 2 domaines qu'ils connaissent bien. Les conséquences sur les citoyens, l'efficacité, ça, c'est autre chose. La protection des Français, ça, c'est autre chose. Il faut inverser. Le dirigeant est aux ordres de la nation, cette communauté d'hommes et de femmes qui vivent sur une terre, la terre des pères, la patrie, sur des valeurs communes. C'est une mission, toute autorité est un service. Donc, il est temps que ce trilogue soit en profondeur réformé, que les procédures soient assouplies, que tout ça soit mis aux ordres de la protection de la France et des Français et qu'on trouve les moyens de raccourcir les délais. Évidemment, c'est l'objectif, avec une efficacité retrouvée. Ça veut dire qu'il faut convaincre les industriels qui sont passés... Il faut tout bousculer. Il faut tout bousculer. Il faut tout bousculer. Il faut tout bousculer. Vous m'avez dit, lorsqu'on s'est parlé au téléphone, et je voudrais prévenir l'Assemblée. Il faut faire ici, la révolution. Vous êtes un révolutionnaire. Il faut faire la révolution. Voilà. Il faut faire la révolution dans ce trilogue. Il n'y a pas d'autre solution. Je le dis depuis des décennies. C'est fini. Ça ne peut plus marcher. On est aux portes de la guerre. On attend quoi? Parce que je peux vous dire que le président Poutine, il fabrique des centaines de drones par jour et que sa base industrielle et technologique de défense, elle est à plein régime. Et je ne parle pas des Chinois, des Indiens et des autres. Quant aux Américains, ils vont nous obliger à acheter chez eux. C'est pour ça qu'il a dit 5% du PIB pour les adhérents à l'OTAN, les membres de l'OTAN. Parce qu'il sait très bien qu'on est incapables, les Européens, de fabriquer si on veut aller vers 5% du PIB. Donc, on va acheter américain. Donc là, il faudrait vraiment, au niveau européen, et ça commence par le niveau français, changer notre système entre l'état-major qui exprime ses besoins, l'industriel qui fabrique et la DGA qui est au milieu avec ses ingénieurs. Ça veut dire que l'industriel, il faut qu'il passe d'une logique d'exportation de ses équipements, pour les équipements militaires, à une logique de stock. Parce que s'il n'y a pas de stock, il n'y a pas de guerre. Stock de pièces de rechange, stock de munitions. Et pour ça, il faut des commandes. Eh mais, alors, les industriels disent, oui, mon général, on n'est pas payé, 8 milliards de reports de charges. Ils n'ont pas tort. 2, on n'a pas les commandes. Et c'est vrai que les commandes ne sont pas là, pour cette année. Alors, les états-majors disent, nous, on attend les équipements, on a exprimé nos besoins, on ne comprend rien de ce qui se passe. Et la DGA dit, nous, on est sous l'eau.
on est sous l'eau, il faut simplifier les procédures, on n'y arrive pas, les industriels ne fabriquent pas, on ne comprend rien, etc. Alors, Donc c'est un trilogue, c'est fascinant, hein. Ce que je vous dis n'est pas une caricature. Et ce n'est pas une question de personne. Il n'y a que des gens bien là-dedans. non, c'est la structure. Maintenant, il faut un choc d'autorité politique dans ce domaine. Il n'y a que le choc d'autorité politique pour permettre d'améliorer ce trilogue qui pourra produire un effet. Mais ça veut dire qu'on a été capable de faire Notre-Dame de Paris. Pourquoi on a réussi Notre-Dame de Paris en 5 ans? Parce que la technostructure, les bâtiments de France et toutes ces procédures, les marchés publics, tout ça, ça a été mis aux ordres d'une personne dont la qualité de dialogue était remarquable. Il fallait d'abord que les gens obéissent pour réussir cet exploit en 5 ans, point barre, et les états d'âme, ils n'en voulaient pas. Le général Georges Alain, et puis ensuite, on a adapté les procédures, évidemment, et ça a permis une motivation, une union sacrée de tous les artisans, des bâtiments de France et du reste, et Bercy, et tout le monde s'est mis aux ordres. C'est ça que j'attends pour ce réarmement. Tant qu'on ne fera pas ça, on n'avancera pas, parce que les matériels n'arriveront pas, les industriels ne seront pas payés, ils n'auront pas les commandes, les états-majors attendent les équipements, on ne pourra pas former les personnels dessus, etc., etc. Donc, quand est-ce qu'on va effectivement prendre cette économie de guerre? Économie de guerre, ça veut dire que Bercy n'est pas une citadelle imprenable avec, en plus, c'est les plus intelligents de la République, donc ils en ont sous la semelle, hein. Et puis, il faut arrêter de leur donner des ordres contradictoires. On leur dit d'un côté, il faut réduire la dette et le déficit, et de l'autre, il faut faire l'effort de défense. Donc, eux, comment ils font? Donc, et puis, il ne faut pas toucher au modèle social, parce que là, il y aura des gens dans la rue. Donc, c'est infernal, c'est infaisable. Mais si Bercy n'est pas convaincu de cet effort de défense, de ce changement complet de la donne, on n'y arrivera jamais. Donc, c'est un effort national, d'abord de la technostructure, du fameux état de droit. Si on ne fait pas ce choc et cette révolution, nous n'y arriverons pas. Et nous aurons les équipements dans 10 ans. Alors, pour donner une image et illustrer ce que vient de dire le général, il faut savoir qu'en 2025, la France aura produit 3000 drones, l'Ukraine en a produit 4 millions. Donc ça donne une idée du retard que nous avons pris, alors que, comme le général le dit, nous avons la base industrielle, nous avons les ingénieurs et nous avons toute la possibilité de produire. Donc il y a quelque chose qui coince quelque part. Je voudrais vous poser une autre question, parce que vous avez dit nous restons la première BITD d'Europe, certes, mais nous avons un pays qui aujourd'hui est ruiné. L'Allemagne, qui n'avait plus cette BITD, va engager, dans les années qui vont venir, 500 milliards sur son réarmement pour, officiellement, et c'est affirmé, devenir la première armée d'Europe. On peut faire confiance aux Allemands pour se doter d'une BITD, je pense, ils l'ont prouvé par le passé. La question que je pose, c'est comment on fait pour passer dans cette économie de guerre que vous décrivez, pour faire passer dans l'opinion publique la nécessité, je dirais, d'efforts qui vont être colossaux. C'est un peu ma question. Alors moi, ce que je demande, ce n'est pas 500 milliards, c'est simplement 50 milliards, donc sur 10 ans. Donc c'est extrêmement modeste, c'est le minimum. Mais dans les 50 milliards, on arrête les astuces de garçon de bain de Bercy, avec report de charges, report de crédit, ressources exceptionnelles, on fait financer tel truc dans le tuyau, etc. Tant pis, les militaires, ils nous font chier, etc. Quand on leur donne des armements, ils veulent faire la guerre, etc. Ça suffit, ça, c'est bon. Ça suffit, c'est terminé. Il y en a marre. Parce que ces mecs, quand il y a la défaite, en 70, en 14 et en 39, ils étaient où après? Ils s'en vont, hein? Et nous, on fait la guerre, nous, après. Et on se tape la défaite. Donc ça suffit. Moi, je ne lâcherai pas le morceau, parce que ça suffit. Alors l'Allemagne, évidemment, ils ont quand même un problème, les Allemands. C'est qu'ils ne savent pas faire la guerre. Ils ne savent même pas faire des opérations, parce qu'ils ne font pas d'opérations depuis la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est dans leur constitution. Il va falloir qu'ils changent leur loi fondamentale. Je pense qu'on va y arriver, à mon avis, assez vite. Mais c'est vrai que dans une vision à 10 ans, je me dis,
Nous sommes membres du Conseil de sécurité, nous avons la dissuasion et nous avons la meilleure armée d'Europe, encore. C'est ce qui nous reste. C'est tout ce qui nous reste. Donc si on perd l'armée d'Europe, je pense que sera discutée notre place au Conseil de sécurité et il ne restera que la dissuasion. Donc il y a un moment, il faut y aller et les Allemands nous donnent le signal. Incroyable que ce soit les Allemands qui quand même ont été en Europe, parce que l'Europe est allemande, hein, surtout en ce moment avec Ursula von der Leyen, que je connais bien, que j'ai connue comme ministre de la Défense. Donc je connais le personnage. C'est incroyable ce changement de portage. Ceux qui croient qu'on n'est pas dans une époque de rupture, regardez les Allemands, vous avez complètement raison. C'est phénoménal, oui. Phénoménal, c'est incroyable ce qui se passe en quelques semaines, en quelques mois. Et eux, ils vont le faire. Parce que quand ils disent un truc, les Allemands, ils le font. C'est des planificateurs. Donc, nous, il faut y aller. Mais quand vous voyez qu'on a mis des mois et des mois à voter un budget et qu'au titre de la stabilité, on est dans cette situation où plus rien n'est possible au plan politique, je me dis, on est quand même mal barré, quoi. Par rapport, vous citez les Allemands, je pourrais citer les Polonais. Ouais. Les Polonais, aujourd'hui, ont 1200 chars. Je rappelle qu'on en a 200. Sud-Coréens. Oui. Et ils vont en avoir 1000 de plus dans 2 ans, en 2 ans, parce qu'ils achètent à l'extérieur. Donc, si j'ai écrit ce livre, c'est à cause de tout ça. Je n'ai pas repris ma plume simplement comme ça. J'avais promis à ma femme que je ne réécrirais pas de livre. Et quand on change de portage avec sa femme, il faut assumer les risques. Donc maintenant, j'assume les risques. On voit de quel côté est la dissuasion, là. J'en écrirai pas de 6e. Hein. C'est terminé. Donc il faut qu'on m'écoute. Mais par contre, je suis un footballeur, je déteste perdre et je ne lâcherai pas le morceau. Donc maintenant, ils vont prendre mon bouquin et ils vont prendre position. Là, tous ces partis politiques magnifiques. Mais où ils sont 10 candidats pour 10%. Si vous arrivez à provoquer ça, ça sera très bien. Et pour verser de l'eau à votre moulin, vous parliez des Polonais. J'aime beaucoup cette phrase du Premier ministre polonais qui dit « La situation actuelle, c'est 500 millions d'Européens qui demandent à 300 millions d'Américains de les protéger de 150 millions de Russes. Ouais. » Exactement. Exactement. Donc, il y a un moment aussi, il faudrait qu'on prenne conscience que nous représentons la défense, l'Europe, une capacité de défense incroyable et qu'on doit pouvoir construire cette Europe que j'appelle de mes voeux, interétatique à géométrie variable sur des vrais projets. Et vous savez, moi, je suis un rural. Donc, un truc qui ne marche pas, j'arrête. Donc, la défense européenne, on nous rabat les oreilles, le couple franco-allemand, depuis des décennies. Donc, on a quoi comme résultat? Moi, je juge l'arbre à ses fruits. Rien. Le seul truc qu'on a construit de sérieux sur lequel on a pu s'appuyer pour la coalition des volontaires, c'est quoi? C'est le couple franco-britannique, avec la force conjointe, la CGEF, qui a servi de noyau à la force des volontaires. C'est la seule chose qu'on ait construite, et ils ne sont plus dans l'Europe. Donc maintenant, ça suffit. Il faut respecter les nations quand on part à la guerre pour se faire tuer. Vous savez ce qui se passe? En Afghanistan, j'avais 15 pays, 2500 hommes. Dès qu'il y avait un incident, le pays concerné par cet incident, avant de me rendre compte, moi, chef opérationnel, ils appelaient leur drapeau, leur capitale, évidemment, parce qu'on meurt pour son pays, on meurt pour sa patrie, on meurt pour son chef. On ne meurt pas pour une coalition, une organisation économique. Ça n'existe pas. Donc, construisons cette Europe de la coopération. Mais il y a urgence et on peut faire plein de choses. Rendez-vous compte, la majorité des pays européens achètent américains aujourd'hui. Donc la défense européenne, ça ne marche pas. Enfin. Mais comment vous expliquez précisément, si je peux me permettre, je vais vous poser une question toute simple. Prenons les Danois. Les Danois qui étaient vraiment les fidèles des Américains, qui étaient plus américains que les Américains, qui se voient aujourd'hui menacés de se voir dépossédés du Groenland et qui continuent à acheter des F-35. Vous avez discuté avec vos homologues, j'imagine, y compris les Danois. Comment vous expliquez ces réflexes américains qui, visiblement, résistent à l'épreuve de la situation actuelle? Mais c'est très simple.
c'est très simple. C'est l'instinct de survie. L'instinct de survie, pour eux, c'est le parapluie américain. L'Europe ne leur produit aucune sécurité. Ils n'ont pas confiance en matière de sécurité. En revanche, le parapluie otanien, c'est la survie. Et le parapluie otanien, il n'y a pas d'OTAN sans les Américains. 60% du budget de l'OTAN est payé par les Américains, mais ce n'est pas encore ça le plus grave. C'est que c'est les Américains qui commandent l'OTAN. Ils sont dans tous les postes clés. Avant chaque réunion des chefs d'état-major de l'OTAN, j'avais imposé qu'on fasse un petit déjeuner, je raconte ça dans mon livre, avec l'Américain, l'Anglais et moi. Et puis il y avait le président du comité militaire, qui était un chef d'état-major élu. En l'occurrence, c'était Pavel, qui est devenu président de la République. Ça lui a porté chance. De la Rien n'est République tchèque. impossible, vous voyez. Et donc, avec l'Américain, avant les 2 jours de débat avec l'ensemble, on se mettait d'accord sur la stratégie et sur ce qu'on faisait, les décisions qu'on voulait obtenir. Voilà, parce que la France, c'est un grand pays. Moi, j'étais le chef des Européens, parce que j'étais la première armée en Europe engagée en opération pour la protection des Européens. Et c'est comme cela que je l'entendais. Et puis après, il y a l'inévitable britannique qui est là et qui est le représentant implicite des États-Unis en Europe. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'en plus, leur nucléaire est largement dépendant des États-Unis. Mais tous ces pays, en particulier les pays du Nord et de l'Est, leur survie dépend de l'OTAN, donc des États-Unis. Et je voyais bien, il y avait 3 paquets en gros. Il y avait le paquet de l'Est, alors cela, plus jamais le pacte de Varsovie, donc prière de nous protéger à l'OTAN pour une éventuelle invasion de Poutine et de ses troupes. Il y avait les pays du Nord qui ne ressentent absolument pas, ou presque, en tout cas à cette époque-là, un peu plus maintenant, le danger du terrorisme. Et puis il y avait les pays du Sud qui se foutaient de l'invasion russe et pour qui le principal problème, c'est le terrorisme et les problèmes migratoires. C'est ça. Et la France, en fait, moi j'étais capable de parler aux 3 et de comprendre les 3. Parce que la France est un pays qui est capable de s'adapter. La France peut parler aux sunnites et aux chiites. La France peut parler aux gens du Nord, aux gens du Sud et aux gens de l'Est. La France, c'est le ciment de l'Europe. Parce que la France, c'est le responsable des racines judéo-chrétiennes. Nous avons cette vocation, fille aînée de l'Église. Si nous ne voulons pas l'assumer, nous irons à la catastrophe. C'est comme ça. Il faut dire les choses. C'est notre culture, c'est notre vocation. Et les Danois, c'est absolument incroyable. Même avec ce qui s'est passé, où Trump leur a dit « bon courage pour faire décoller vos avions F-35 », parce qu'effectivement, ils n'auraient pas décollé, eh bien, ils continueront à acheter américain, parce qu'ils n'ont pas confiance dans l'Europe de Bruxelles pour la partie défense. Et c'est ça qu'il faut recréer. C'est cette confiance dans une capacité de coopération européenne de défense. La défense de l'Europe et pas la défense européenne. En général, ne pensez-vous pas que, avec ce qui se passe avec l'influence de M. Trump, enfin ses allers et retours, ses positions un petit peu diverses, les pays européens commencent à se déciler un peu par rapport à la fermeté ou à l'efficacité de la protection américaine? On a quand même un peu l'impression qu'avec les nouvelles positions affichées, en tout cas des États-Unis, les pays européens, en tout cas les pays de l'Est, commencent à se dire il ne faut peut-être pas totalement miser notre protection et notre défense sur les Américains qui ne seront peut-être pas là le jour J. Est-ce que le président Trump enverra ses guys défendre l'Estonie? On peut aujourd'hui en douter. Quel est votre point de vue par rapport à cela? Et surtout, est-ce que vous pensez que les Européens commencent à se réveiller un tout petit peu de ce point de vue-là? Vous venez de dire à peu près oui, le vous contraire. avez raison. C'est pour ça que je dis la peur, le courage et le sursaut. Je pense que la situation de rupture actuelle pourrait être une occasion de sursaut de la construction d'une Europe efficace. On voit de plus en plus de gens qui le pensent. Et ce que je vous dis là, il y a 4 ans, quand je le disais, je me faisais traiter de tous les noms. Aujourd'hui, tout le monde ferme sa gueule, parce que franchement, de toute façon, on juge l'arbre à ses fruits. C'est sûr que
la situation actuelle des Américains vis-à-vis de l'Europe fait réfléchir les pays européens, incontestablement. Et c'est l'opportunité qu'il faut saisir. Après, je me méfie de cette période Trump parce que je ne voudrais pas que l'on croie que c'est une période transitoire ou que ça va revenir en mode normal après. Bien sûr, la personnalité du président Trump est très imprévisible. Je le raconte dans mon livre. Mais je dis, en conclusion de cette réunion à laquelle j'ai assisté, c'est un couple en fin de vie, le couple franco-américain. En 2017, couple en fin de vie, parce qu'ils sont en train de nous quitter et de partir vers le Pacifique. Et le successeur du président Trump, quel qu'il soit, je prends le pari ici devant vous, poursuivra cette tendance d'aller vers le Pacifique et d'abandonner les Européens. Parce que la rupture, elle est consommée. Ils ont fait un choix. Et ce choix, il a commencé bien avant Obama, mais il s'est manifesté avec le président Obama. Et il continuera. Donc c'est à nous à prendre notre destinée en main et à le faire avec cette approche que je préconise, interétatique, en respectant les nations. En tout cas, c'est ma conviction. Et c'est vrai que les coalitions sont d'autant plus efficaces et progressent dans les périodes de crise et de rupture. Donc j'ai bon espoir. Mais arrêtons ce mythe de l'armée européenne et de la fusion et de cette Europe fédérale qui ne dit pas son nom. Ça ne fonctionnera jamais pour la partie de la défense. Donc, en tout cas, c'est ma conviction. Mais oui, il y a quelque chose à saisir. Alors, le président Macron a fait une très bonne initiative avec la force des volontaires. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que le lundi, il parle de l'armée européenne et le samedi, il constitue la force des volontaires. Deux Europes complètement différentes. L'armée européenne qui implicitement veut dire une fusion des troupes, ce qui ne marche pas, on le voit avec la brigade franco-allemande, et puis la force des volontaires qui veut dire une coopération entre les nations. Une nation cadre, la France, avec les Anglais, et puis des forces qui s'agrègent avec un état-major au Mont-Valérien, c'est l'état-major qui était prévu pour la force franco-britannique au passage, et puis chacun amène, et ça peut même être des pays qui ne sont pas totalement européens, il y a eu le Canada, etc. C'est ça qu'il faut construire, en respectant les nations. Et ça, c'est une très bonne initiative, la force des volontaires. Après, sur le comment fonctionnera cette force, où elle sera, etc., c'est autre chose. Mais le principe de cette force des volontaires, c'est cette Europe-là qu'il faut construire. Mais ça, ce n'est pas une armée européenne. Les mots sont aussi des idées. Il faut être clair. Vous savez, l'ennemi de la stratégie, le poison de la stratégie, c'est l'ambiguïté. Alors, pour rester sur le volet européen, c'est vrai que l'Europe, on le dit souvent, s'est construite dans les crises. Et en post-45, après la Seconde Guerre mondiale, l'idée européenne initiale était basée sur la paix, sur la mise en commun de l'industrie avec le charbon et l'acier. Et puis, d'année en année, l'Europe s'est construite sur cette idée de droit et de paix. Et aujourd'hui, c'est vrai que, et je rebondis je souscris à la question et à la réponse que vous avez donnée. C'est vrai qu'on voit depuis le Covid un certain volontarisme européen qui semble quand même émerger dans les discours des chefs d'État, mais aussi de la Commission européenne, en tout cas sur la prise de conscience de nos vulnérabilités collectives en Europe. On l'a vu avec le Covid, quand il fallait aller acheter le paracétamol en Chine, quand nos chaînes d'approvisionnement étaient tellement longues qu'en réalité, qui en était in fine... c'est bien l'Europe qui en a été privée et donc qui en subissait les conséquences. Et puis c'est vrai qu'avec la guerre en Ukraine, là aussi, on a eu quand même un volontarisme et un sursaut de lucidité dans un certain nombre de capitales européennes. Alors après, beaucoup de volontarisme, beaucoup de mots, parce que c'est vrai qu'on est à 27, 28 États avec une volonté d'agrandissement. On l'a vu d'ailleurs avec l'Ukraine et on l'a vu avec un certain nombre de pays d'Europe centrale.
Est-ce que, et ça c'est une question, je dirais, structurelle sur l'Europe, point de rupture, changement de cycle, changement de paradigme. L'Europe s'est faite dans les crises et là il semblerait qu'on aille dans une direction qui soit davantage justement pragmatique et qu'on mette de côté justement cette naïveté stratégique dans laquelle nous avons été depuis tant et tant d'années. Mais alors, du coup, maintenant, on le voit, le centre de gravité du monde bascule. Les États-Unis, avec l'OTAN, et d'ailleurs, notre président le en même temps au niveau national, c'est vrai que sur les questions européennes et internationales, il a fait preuve d'une certaine constance quand même sur ce réalisme dont il a pu faire avec le discours de la Sorbonne et avec un certain nombre de ses préconisations et de ses positions sur ce qui était en train de se passer aujourd'hui avec les États-Unis, la Chine et la guerre en Ukraine, avec le retour du tragique sur le vieux continent. Alors justement, pour rester du coup sur ce projet européen, le fédéralisme européen, vous êtes plutôt opposé au fédéralisme européen. L'Europe des nations, l'Europe des nations avec 27-28 États, est-ce que c'est pragmatiquement possible, ou est-ce qu'on a encore un certain du travail pour parvenir justement à cette convergence d'intérêts, parce que c'est bien ça. Et là, j'aimerais vous entendre. Est-ce que justement cette multiplication de l'agrandissement avec ces États qui ont des intérêts divergents, est-ce que ça rend possible une Europe puissance? Oui, bah, l'Europe puissance, on en est loin. Hein. C'est un triste spectacle. Franchement, ça me fait mal au cœur. Non, je suis d'accord là-dessus avec Hubert Védrine, pour qui j'ai une très grande admiration et qui est un esprit lucide et pragmatique. Il a raison. Je pense qu'il faut reconstruire cette Europe, en tout cas pour la partie défense et sécurité, sur un noyau dur de pays qui ont décidé d'investir suffisamment pour être crédibles et avec lesquels on peut coopérer. Et les autres, il faut faire des accords ciblés. Par exemple, il y a une très bonne initiative qui a été prise il y a déjà 20 ans pour la flotte de transport. Il y a 7 ou 8 pays qui ont fait un accord européen, mais 7 ou 8, pour qu'ils mettent dans un pot commun leurs avions, et comme ça, celui qui n'a pas d'avion utilise un avion. Moi, je volais souvent avec des avions danois, etc. Bon, ça marche, mais c'est à 7 pays. Voilà. Et la Commission n'a rien à faire là-dedans. Et ce sont des accords interétatiques à géométrie variable sur des projets concrets. Voilà. Et ensuite, il faut que la puissance politique aille dans ce sens. Si on n'a pas été capable de construire un avion en commun, vous voyez bien dans quel état est le SCAF. Et nous avons aujourd'hui 2 groupes français, Airbus et Dassault, présidés par 2 Français, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le dialogue est difficile. Bon. Là, l'action politique doit être là quand même, avec un volontarisme qui fait qu'on arrive à déboucher sur ces projets, un char en commun, une frégate en commun, un avion de combat en commun. Enfin, on doit pouvoir y arriver. Mais s'il n'y a pas l'impact politique, parce qu'on est dans le flou et qu'on ne sait pas très bien quelle Europe on veut construire, c'est d'abord l'Europe de Bruxelles à 27, parce que c'est ça aujourd'hui, l'Europe. Donc moi, je demande à ce que, comme Hubert Védrine, on réfléchisse à recentrer l'Europe, en tout cas pour la partie défense sur laquelle je me prononce, sur des projets concrets qui avancent à géométrie variable, en respectant les États. Parce que la souveraineté européenne, c'est un mythe. Parce que la souveraineté, c'est l'incarnation d'une nation. Ce n'est pas n'importe quoi. Alors maintenant, on parle de souveraineté numérique, etc. Mais on parle de guerre contre le virus. Enfin, on a brouillé tout le vocabulaire militaire. Mais la souveraineté, c'est l'incarnation d'une nation. Et moi, je suis encore axé totalement sur l'indépendance nationale, la doctrine gaullienne, assise sur la dissuasion nucléaire et une force conventionnelle suffisante, une autonomie stratégique et une souveraineté nationale, et sur une France qui rayonne en Europe par sa souveraineté nationale. Et une Europe qui progresse pour assurer sa puissance, mais par des coopérations nationales. Je pense qu'on s'est trompé et qu'on est parti dans une direction de mondialisation, de grandes zones à l'intérieur de l'Europe. Tout ça, c'est un mythe.
c'est très pratique, c'est pratique pendant le temps de paix, mais là où nous en sommes, c'est terminé. Nous n'en sommes plus là. Parce que sinon, si on ne veut pas changer, eh bien, nous allons le payer très cher. Alors, si est la branche sur laquelle on est assis, ça ne sera pas facile. Parce qu'un certain nombre de gens n'ont pas du tout intérêt à changer le visage de l'Europe, notamment les Allemands, mais aussi tous les hauts fonctionnaires, etc. C'est un système actuellement. Mais moi, je privilégie la France, à qui j'ai donné ma vie, parce que je crois que la France a une vision à vendre en Europe et que c'est à elle à donner cette nouvelle direction. Et ce n'est pas être anti-européen, bien au contraire. J'aimerais qu'on progresse beaucoup plus vite sur la coopération européenne que ce que nous avons fait là. Mais nous sommes dans une sorte de cul-de-sac. Et le fait que les Allemands mettent 500 milliards pour leur défense, c'est un signal. C'est un signal important. C'est un changement complet de portage de la construction européenne qu'il faut envisager. Mais nous le ferons obligatoirement, comme à chaque fois que les coalitions se sont constituées. Et les coalitions, dès lors qu'elles niaient dans l'histoire la souveraineté nationale, elles se sont cassées la gueule. Donc c'est un vieux principe. Mais c'est pas, là pour le coup, ce n'est pas une révolution, c'est une inflexion de la construction européenne. Je pense qu'on s'est trompé, qu'on est allé beaucoup trop loin dans cette mondialisation effrénée et dans ce rêve de construire quelque chose qui serait un grand continent à l'américaine avec 30 États, etc. Non, ça ne marchera pas. Parce que la France, c'est la France. Le Danemark, c'est le Danemark. La Turquie, c'est la Turquie. Et essayez de commander, quand vous êtes français, un soldat turc, vous verrez ce que ça donne. Donc, c'est pas simple. Et une nation, on s'en aperçoit quand on est au combat, face à la mort. Une nation, ça existe. Et ce n'est pas effaçable comme ça par des transpositions, par des processus ou par des lois. Ça ne marche pas comme ça, heureusement. En général, j'avais prévu de vous poser la question. J'avais prévu de vous poser la question de ce que vous pensez de l'idée qui a été émise à un moment donné ces dernières semaines de confier les achats de défense européens à la Commission. Je ne vous la pose pas parce que je ne veux pas faire monter votre tension. Je ne vous la pose pas. Donc je voudrais plutôt revenir dans le prolongement de ce que vous avez dit sur les relations avec l'Allemagne et notamment sur l'idée du dirigeant allemand qui a été émise cette semaine, ou il y a 10 jours, de réfléchir à commencer à partager la dissuasion nucléaire française. On a lu ça dans les journaux, je ne sais pas exactement comment ça a été formulé, mais cette idée qui consisterait à s'associer à la défense nucléaire française, ou britannique d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution possible? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sur la dissuasion, chaque président a fait pendant son temps à la tête de la France un grand discours sur la dissuasion depuis Jacques Chirac. Donc je pense que nous allons y avoir droit prochainement. Je le crains. Parce que je pense que la dissuasion, c'est le dernier secret de la République et qu'il repose sur le concept de crédibilité et des intérêts vitaux dont le flou est nécessaire. Et plus le flou des intérêts vitaux est flou, plus c'est la clarté de la dissuasion. Et franchement, ce n'est pas le moment de parler de la dissuasion. Et vous croyez que le général de Gaulle, qui a inventé ce concept, qu'il a conçu et réalisé, parce que lui, il concevait et il réalisait, vous croyez qu'il n'a pas pensé que lorsqu'on appuiera sur le bouton de la dissuasion stratégique, il faudra quand même imaginer que ça concerne aussi les États européens? Vous croyez qu'il n'y a pas pensé? Non mais sincèrement. Dans l'armée, il y a un truc qui est bien, vous voyez, c'est quand on prend un commandement, on sait qu'on succède au 144e chef de corps et on sait qu'on s'inscrit dans une grande lignée. Et on sait que les anciens étaient peut-être un peu cons, mais moins cons qu'on pense. Et que dans l'humanité, il y a toujours eu une dose de conneries à peu près la même et qu'elle est uniformément répartie. Et que donc il faut commencer par respecter les gens qui étaient avant nous, qui étaient aussi intelligents au moins.
en l'occurrence le général de Gaulle. Donc je veux bien que la situation ait changé. Je veux bien que nous soyons dans une période de rupture. Mais pour la dissuasion nucléaire, bien sûr que les pays européens sont concernés, mais je ne vois pas ce qu'il y a de plus à dire que ce qui est écrit dans les textes. Alors, il y a un truc embêtant, c'est que la dissuasion nucléaire, il n'y a que 2 personnes qui connaissent la totalité de la chaîne depuis le bouton jusqu'à l'opérateur. Il y en a 2. Le chef des armées, président de la République, et le chef d'état-major des armées. Donc, moi, je pense que le mieux, dans la période actuelle, sur ce sujet, c'est le silence. Mais je sais que je ne vais pas être entendu, donc j'attends ce qui va être dit et je ne manquerai pas de donner mon avis. En tout cas, je pense que, notamment avec les Allemands, s'ils veulent déjà, les Allemands, s'ils veulent parler dissuasion, ils n'ont qu'à commencer à payer. Voilà. Hein, bon, parce Ils ont de l'argent, manifestement, ils ont levé des fonds. Et puis ensuite, évidemment que dans le cas où on serait amené à appuyer sur le bouton, les pays européens seront concernés. Quant à la coopération avec les Britanniques, nous avons, dans les années 2010, mis en place une coopération, déjà pour éviter de se télescoper, et ensuite, parce que c'est l'Europe, les Britanniques, donc évidemment, mais on a un certain nombre de coopérations techniques, mais très techniques, et puis voilà, mais c'est normal. Mais ça n'engage pas la crédibilité de la dissuasion française et sa confidentialité. Et la dissuasion française, elle est pour les intérêts vitaux français. Et la notion d'intérêts vitaux, c'est la France. Ce n'est pas les pays européens. Le général de Gaulle a été très clair. Sinon, on peut, mais moi j'accepte tout. Simplement, il faut être clair. À ce moment-là, ce n'est plus l'indépendance nationale qui est le pilier de notre défense nationale. Ça peut être autre chose, mais il faut dire les choses clairement. Moi, je suis pour les choses claires. Alors, on est revenu à la 4e République. Alors, c'est vrai que ça, là on a gagné. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, plus rien n'est clair. Voilà, c'est le foutoir. Mais les Français, ils veulent de la clarté. Moi, je suis clair. Il n'y a rien à dire de plus sur la dissuasion nucléaire. Et si le président veut faire des annonces en matière de défense, etc., il ne faut pas prendre la dissuasion nucléaire parce que c'est un thème sacré. Et je pense qu'on a raison de continuer. Ça coûtait en 2015 3,5 milliards annuels. Ça coûte aujourd'hui 7 à 8 milliards et ça coûtera 10 milliards en 2030. Le prix de la paix est là, mais il n'y a pas de commentaire à faire de plus. Tout a été dit. Et les discours des présidents qui ont été faits sur la dissuasion nucléaire, franchement, on aurait pu s'en passer et rester au discours du général de Gaulle. C'est suffisamment clair et ça suffit. Voilà. Ou alors, c'est une autre défense et on quitte l'indépendance nationale. Mais il faut le dire. Et on fait une défense européenne avec Madame von der Leyen et la Commission et tout le reste. OK. Mais c'est autre chose. Merci pour cette clarté, mon général. Alors, on a beaucoup parlé là, de géostratégie, de relations avec nos voisins européens, des risques géopolitiques. Mais dans votre livre, vous avez aussi évoqué le risque au sein de la nation, le risque de scission au sein de la nation. Où il y a un lien que vous faites évidemment avec la fragilité de l'État français. Et vous dites... aujourd'hui, on n'est pas sûr d'être capable de pouvoir répondre aux risques internes qui sont souvent d'ailleurs influencés, ou en tout cas certains de nos compétiteurs peuvent avoir pour idée de jeter de l'huile sur le feu. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? Est-ce que, pour être un peu caricatural, vous pensez qu'une guerre civile, à terme, si on ne fait rien, pourrait advenir? Quel est votre point de vue? Ce sujet, je le traite dans mon livre courageusement parce que personne ne veut en parler. C'est le passage entre le maintien de l'ordre et l'action de guerre sur notre territoire. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'une guerre est possible venant de l'extérieur sur notre territoire dans les années qui viennent. Je me demande toujours comment en 70, en 14 et en 39, ils n'ont pas senti le coup venir. Donc je me dis qu'il faudrait peut-être ouvrir les yeux. Donc, une guerre de l'extérieur, ce n'est pas votre question,
mais aussi une guerre de l'intérieur. Alors, quelles sont les menaces? Bien sûr, le terrorisme islamiste radical. Je ne serais pas surpris que dans les mois qui viennent, on ait de nouveaux attentats. Par exemple, avec ce qui s'est passé en Syrie, où les camps kurdes ont été réouverts et repris par les forces étatiques syriennes, commandées par le président ancien responsable d'Al-Nosra. Al-Nosra, c'était pire que Daesh, hein. Donc, bon, je crois aux conversions et aux miracles. D'abord à Lourdes. Donc, les prisonniers radicalisés européens étaient là dans ces camps qui viennent d'être libérés. Donc là-dedans, il y a des Français. Je n'irai pas plus loin, mais bon, je pense qu'on va avoir de nouveaux attentats incontestablement. Donc ça, c'est la première menace. La deuxième menace, c'est l'extrême gauche. C'est les coupeurs de tête. C'est en train de monter comme ça. Il faut écouter ce qu'ils disent, il faut voir ce qu'ils font. Et depuis quelques années, il faut voir la nature de la violence que subissent les forces de l'ordre. C'est inénarrable. Ensuite, il y a le narcotrafic. Le narcotrafic qui n'est pas le caïd des banlieues et le trafic de drogue. Le narcotrafic tire à balles réelles. J'étais dans une ville de province cette semaine et on m'a dit, à l'hôpital, maintenant on fait de la chirurgie de guerre. C'est très fréquent. Donc ça fait réfléchir. Et puis après, il y a la délinquance. La délinquance qui n'est pas un sentiment d'insécurité. Il ne faut pas prendre les Français pour des cons quand même. Hein, on sait ouvrir les yeux et on voit bien, moi dans mon village, il n'y avait pas d'incivilité comme on dit aujourd'hui. Quand j'étais petit, j'habite le village où je suis né, il n'y avait pas d'incivilité. Voilà. Maintenant, il y a des trucs. Il y a quand même des vols. Il y a des trucs incroyables. Hein, des vols de véhicules, des trucs qui n'existaient pas. Et puis, quand vous voyez à Paris, moi, je suis à Paris toutes les semaines, je prends le métro. Franchement, parfois, ça fait peur. Hein. Il y a quand même un nombre de déséquilibrés, entre guillemets, qui est grandissant. Etc., etc. Donc ce que je crains, c'est un moment, une réaction des citoyens français. Si l'État n'est pas capable de maintenir l'ordre et de rassurer les citoyens français, comme ça se passe toujours dans ces cas-là, eh bien les gens, ils assurent la sécurité eux-mêmes. Donc c'est ça qu'il faut éviter, parce qu'à ce moment-là, c'est un combat fratricide. Et puis ensuite, il faut réfléchir à la situation où nous aurions affaire à de plus en plus d'actions de guerre et que cette transmission entre les forces de sécurité intérieure et l'armée est à se faire. Nous avons déjà franchi un premier stade avec, après les attentats, la mise en place de l'opération Sentinelle avec les différents stades. Je rappelle que l'opération Sentinelle a tiré déjà 7 fois, je crois, tiré sur le sol national. C'est le début. Donc, on voit bien qu'il y a une réflexion à mener. Je cite l'exemple au Kosovo sur le pont de Mitrovica, où j'ai dû intervenir pour désengager les gendarmes français qui étaient coincés entre les Albanais et les Serbes qui se tiraient dessus. Et il y avait des blessés français. Il a fallu que j'amène les chars pour sortir nos forces de sécurité françaises du mauvais pas. Donc, il y a une réflexion à mener qui est taboue aujourd'hui, parce que c'est tirer sur des Français, c'est pas possible. On voit bien les difficultés des forces de sécurité intérieure. Dès qu'ils tirent, c'est l'angoisse pour eux. Et finalement, la peur a changé de camp. Et aujourd'hui, celui qui attaque, par rapport à la victime, on a parfois l'impression que la victime est coupable et que celui qui attaque n'est pas coupable. C'est une victime du système français, de la société. Donc là, je crois qu'il y a une vraie réflexion à mener pour restaurer l'ordre et l'autorité. Je raconte souvent, dans l'armée, quand on met 20 jours d'arrêt à quelqu'un, il ne fait pas 15 jours, il fait 20 jours. Parce qu'il a reçu 20 jours, il fait 20 jours. Voilà. Quand vous dites à votre enfant, si tu continues, tu seras privé de dessert, je compte jusqu'à 3, il continue, et qu'il n'est pas privé de dessert, bon courage pour la suite.
Bon courage. À moins que vous ayez des mous et des serviles, ça peut exister en magasin, c'est assez rare. Ça s'appelle l'autorité, l'ordre, la discipline, l'obéissance. Tout ça, il faut restaurer, mais en urgence. Ça commence par une politique familiale, parce que la démographie, c'est foutu, là. Et il serait temps de restaurer une politique familiale, parce que là, il y a plus de morts que de naissances. Ça ne va pas s'arranger avec tout ce qu'on prépare. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Politique familiale et puis l'éducation nationale. Enfin, quand vous voyez ce qui s'est passé il y a 2 jours, encore un coup de poignard et tout, mais jusqu'où on va aller? Mais ça suffit maintenant. Les parents sont responsables, enfin. Il faut dire les choses. Qu'est-ce qu'on attend pour réagir? On va subir cette situation combien de temps? On a l'impression qu'on a peur de dire les choses. Le bon sens. Moi, ça ne me gêne pas, moi. Bon. Alors, comme ça, on dit, lui, il est général. Il faut faire gaffe avec lui. Oula, se méfier. Il va nous faire marcher au pas. Bah oui, mais il y a un moment, les gens, ils attendent quand même. On a le droit de marcher sur le trottoir à Paris en toute sécurité. On paye assez d'impôts quand même. On en paye un sacré paquet. On se demande où ça part. Donc, ce thème de la sécurité intérieure en lien avec la défense extérieure, la concorde à l'intérieur, la paix à l'extérieur. Merci, mon général. Oui, peut-être pour terminer, peut-être certains mots sur l'espérance, peut-être. Avons-nous quelques raisons d'espérer face au diagnostic que vous avez pu dresser au niveau national et au niveau européen, mon général? Est-ce que une nouvelle éthique de l'engagement, ce que vous préconisez, est-ce que vous y croyez encore? Et on voit que oui, on voit qu'il y a encore de l'espérance. Donc, peut-être quelques mots justement sur l'espérance, qui, je pense que vous terminez d'ailleurs votre livre sur cette notion. Oui, alors je me différencie d'un certain nombre de désespérés face à ce constat, parce que je crois dans la jeunesse de France, je crois qu'il y a des minorités créatives dans la jeunesse incroyables et que ce sont les minorités qui ont toujours sauvé la France, jamais les majorités. Et je crois que notre jeunesse est un signe d'espérance. Nos entreprises sont des signes d'espérance. 50% de charges obligatoires, ils arrivent encore à être compétitifs. Et puis, quand vous allez à l'étranger, moi j'étais reçu comme un chef d'État. J'étais le seul avec l'Américain. Nous avons la 2e armée au monde encore aujourd'hui, en opération. Nous avons la gastronomie, nous avons la culture française, notre littérature, nos arts, admirés. Nous avons notre histoire, mais moi je suis fier de notre histoire, ils commencent à nous emmerder. Mais on est un grand pays quand même, c'est incroyable. Il faut refaire des spectacles sur les pages sombres de l'histoire. Ah ben, ils n'auront pas beaucoup de spectateurs, faut leur dire. C'est comme le gars qui veut se faire élire en disant « avec moi ça va merder ». On a un génie français. Le soldat français, c'est un génial. Ce n'est pas une armée de moyens qu'on a. C'est assis sur la qualité du soldat, admiré, notamment par les Américains. Donc, moi, je suis plein d'espérance. Je pense que nous avons devant nous des temps troublés, des temps difficiles, que nous allons vivre une période de rupture, donc avec tous les dangers de la rupture. Et les dangers, c'est simple, c'est conflit interne, guerre externe. Il faut appeler un chat un chat. Il faut s'y préparer, mais je suis persuadé que la France a une vocation particulière en Europe et dans le monde et qu'elle s'en est toujours sortie, y compris dans les 3 cas que j'ai pris où ça a été des défaites initiales par myopie collective. Elle s'en est sortie comment? Par la rencontre entre des hommes, des personnalités et des événements. Et elle s'en sortira parce que ces hommes et ces femmes existent aujourd'hui. Je les rencontre à chaque déplacement que je fais, 2 par semaine. J'étais à Angoulême, Metz, Valence, Annecy, avant-hier à Deauville, etc. Aujourd'hui, ici, chez vous, à Neuilly. Le génie français, il existe, il se manifestera. Ces rencontres auront lieu. Il faut garder l'espérance, j'en suis intimement persuadé. Peggy avait raison, cette petite flamme
Bernanos disait l'espérance n'est pas un optimisme, c'est un désespoir surmonté, c'était plus pragmatique. C'est vrai qu'aujourd'hui, objectivement, quand on formule des vœux, on se dit toujours, bon, allez, bonne année, hein. Bon, tu vas voir, tu vas en chier, hein. Parce que franchement, pour trouver les signes d'optimisme, c'est difficile. Mais vous avez raison dans votre question. L'espérance française, moi j'y crois et je pense que la jeunesse portera cette espérance. C'est mon message pour terminer, parce que j'y crois, ces hommes providentiels, ils existeront dans les crises, dans les moments de rupture. On les a toujours sortis du chapeau. Jeanne d'Arc, Clémenceau, Leclerc, Delattre, pour citer un Vendéen, je suis un peu chauvin, et puis De Gaulle, évidemment, et la liste est longue, et la liste des saints dans notre pays, et la liste de nos racines. Donc, gardez l'espérance. Je vous remercie. Pour vous faire plaisir, mon général, on pourrait entonner une petite Marseillaise. Qu'en pensez-vous ?